Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de me retrouver ici. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de vous parler d'un de mes ouvrages, en effet, la régénération. Alors, la régénération est un sujet tout à fait intéressant et qui est important pour deux raisons. Si on s'intéresse plus ou moins à ce qui se passe à cette époque-là, évidemment. La première, c'est que 1848, et la Constitution, on parlera, j'ai appris Bernard Descazes prochainement, est incompréhensible sans la compréhension qu'on peut avoir de cette période-là, sans plonger dans cette période préliminaire. C'est durant cette séquence historique que se mettent en place les éléments, les conflits qui vont déboucher sur la guerre et bien sûr sur la création de la Constitution fédérale de 1948. Mais cette période-là est intéressante à un deuxième titre, car elle nous permet de nous plonger dans ce que c'est que le libéralisme face au pouvoir, le libéralisme en action. Ce mouvement libéral, dont on étiquette d'ailleurs la période de la régénération, la Suisse libérale, la Suisse radicale, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce libéralisme? Alors bien sûr, on y reviendra, mais qu'est-ce que c'est ce libéralisme aussi face à la réalité politique? Et comprendre la période d'avant 1848, c'est aussi rentrer en écho avec les crises du libéralisme, les conflits internes au mouvement libéral qui sont la matrice aussi de ces débats qui vont accoucher de la Constitution. Alors je vais aborder ces deux aspects. D'abord, avant la régénération, qu'est-ce que la régénération? Le contenu de ce libéralisme, au-delà des purs éléments habituels qu'on accole à cette étiquette philosophique, et bien sûr, pour finir, l'escalade des événements, mais que vous connaissez sans aucun doute ici, au Salon du Four. Alors, pour la régénération, évidemment, les historiens ne peuvent s'empêcher de monter toujours un peu plus loin dans l'histoire. On ne va pas monter trop loin quand même, mais au moins à 1815 est le congrès de Vienne qui reconnaît l'indépendance et l'existence même d'une confédération helvétique indépendante et neutre. Alors, contrairement des fois à ce qu'on croit, la neutralité de 1815 est plus que relative. La Suisse, d'ailleurs, d'abord a adhéré à cette alliance, cette coalition des puissances anti-napoléoniennes sous la conduite d'Alexandre Ier. Et, deuxièmement, la Suisse est sous surveillance. Elle a été créée par les puissances à Vienne, et ces mêmes puissances comptent bien le rappeler régulièrement aux confédérés, à chaque fois qu'ils pourraient se considérer un peu trop indépendants. Non, les puissances s'échileront tout le temps de rappeler aux Suisses qu'ils ne sont qu'une création des grandes puissances et qu'ils ont intérêt à le rester. Ce sera une des bases des futurs problèmes qui vont découler. Alors cette Suisse-là, elle est faible. Elle a été reconnue, par parvenir au congrès de Vienne, enfin par des circonstances, ça a arrangé tout le monde, pour faire court. Ça a arrangé les grandes puissances d'avoir cet État neutre et indépendant entre la France et l'Autriche, un État tampon, et puis ça a arrangé les Suisses eux-mêmes qui étaient incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, si bien que la neutralité imposée d'en haut leur permettait de retourner à leurs affaires cantonales sans trop de dégâts. Mais donc cette Suisse est sous surveillance avec une diète faible. En effet, le pacte fédéral, juré en 1814, mais rentré en vigueur en 1815, ne fait que reconstruire plus ou moins la Suisse de l'Ancien Régime, avec cette fameuse diète, c'est assemblée des ambassadeurs des cantons, en quelque sorte, des délégués des cantons, qui a relativement peu de pouvoir, qu'on avait un peu plus qu'avant au niveau militaire. Il y a un état-major centralisé qui est créé, mais il n'empêche, il n'y a toujours aucune direction claire et nette à la Confédération. Et avec toujours ces immixtions des puissances étrangères, notamment sur le problème, un problème qui sera récurrent durant tout le XIXe siècle helvétique, des réfugiés. Bon, vous avez déjà parlé sur
la période après 1848, je crois, mais c'est après, entre 1815 et 1830, il y a le problème des réfugiés, entre 1830 et 1848, il y a le problème des réfugiés, et à partir de 1848 et jusqu'en 1885-90, il y a le problème des réfugiés politiques. La Suisse se voulant la plus républicaine, elle l'est réellement, malgré ce retour plus ou moins à l'ancien régime avec la Restauration, la Suisse est plus républicaine que ses voisins, et plus accueillante pour tous les révolutionnaires et autres fauteurs de troubles européens, au plus grand désarroi des puissances étrangères qui s'énervent de la mansuétude de la Confédération à l'égard de ces réfugiés et de l'incapacité de la Diète à tenir en laisse les cantons, eux-mêmes incapables de tenir en laisse leur presse, qui n'est certes pas libre, mais qui malgré tout, là aussi, jouit d'une liberté plus importante qu'ailleurs, et toute critique envers un monarque, une puissance étrangère, est considérée comme un crime de lèse-majesté, et les puissances aimeraient que la Confédération intervienne un peu plus durement auprès des cantons, et eux-mêmes, par ricochet, sur leur presse, ce qui arrive plus ou moins souvent. La Diète doit accepter un conclusum, un décret, pour reprendre en main les cantons, qui est plus ou moins accepté. Enfin, il y a cette tension, ce rapport de tension qui est permanent, les grandes puissances regardant avec méfiance la Confédération. Mais dans cette Confédération, elle-même plus républicaine que les autres, plus libre que les autres, émerge, comme ailleurs, le mouvement libéral. C'est en Espagne que ce mouvement libéral apparaît en premier, puis au royaume de Sicile, à Naples, mais également en Suisse. Alors, ce mouvement libéral va être justement porteur de ces idées libérales qui marquent et caractérisent la première moitié du XIXe siècle. C'est sous les grands principes que l'on connaît et qu'il vaut la peine de rappeler, je crois. Ce mouvement libéral, il se veut une des réponses. Ce ne sera pas la seule, mais c'est une des réponses pour ceux qui, traumatisés par la terreur, veulent enfin créer un système qui réconcilie, en quelque sorte, les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, et l'ordre, et empêcher toute dérive sanguinaire à l'image de ce que fut la terreur, qui a vraiment laissé un profond traumatisme. Toutes les pensées politiques qui émergent à ce moment cherchent toutes à donner une réponse, à trouver une solution à ce problème posé par la Révolution française et sa dérive terroriste. À certains égards, ceux qui plaident pour la restauration, des partis de la restauration, ce retour en arrière, c'est aussi une forme de réponse, jusqu'à l'extrême gauche naissante, pré-anarchiste, socialiste utopiste, comme nous appelait Marx, cherche aussi une réponse, comment faire en sorte que le peuple, la société, reprenne le contrôle d'elle-même, sans tomber sous la coupe d'un tyran. Il y a eu Robespierre, et après ce fut une autre forme de tyrannie sous Napoléon. Il faut qu'on reste là. Et le mouvement libéral va s'inscrire comme une des réponses, et de l'un et l'autre. Et cette réponse-là, eh bien, elle va être partagée par pas mal de gens en Europe. Et cette solution libérale, elle s'articule sur une forme de synthèse égards hégélienne, entre le rationalisme des Lumières, le grand mouvement des Lumières, d'ailleurs les premiers libéraux en Suisse, les Laharpe, les Choquet, Usteri à Zurich, sont les anciens hommes des Lumières helvétiques, de la fin du XVIIIe siècle. Et s'ils sont encore en vie, et c'est le cas pour les trois personnes que j'ai citées, ils reprennent du service et prennent sous leur coupe la jeune mouvement libéral en Suisse. Alors cette synthèse est le rationalisme des Lumières, et puis son antithèse, qui était apparue et aussi à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, qui est le romantisme philosophique, qui va contre l'idée de rationalisme entre sec, et qui cherche une autre forme de liberté du moi en relation avec la nature, à ce moment-là, avec le groupe social auquel il appartient. Et c'est là-dedans que ce moi libéral va naître en quelque sorte, qui attache l'importance et à la liberté individuelle et à la liberté collective. Le moi est libre si il appartient à une collectivité qui est également libre. C'est la naissance du mouvement national, des mouvements nationaux, qui déboucheront ultérieurement sur le parterre des peuples, qu'évoquait Marc Studer, cette idée que la liberté individuelle ne s'épanouit que dans la liberté
de l'ensemble auquel on appartient, Germaine de Staël écrira des phrases très belles et importantes sur cette conception de la liberté, à double entrée en quelque sorte, et le libéralisme va reprendre cette idée-là, alors pour la matérialiser en projet politique, braqué sur l'idée de constitution, l'idée de séparation des pouvoirs, de défense des libertés individuelles, des droits fondamentaux, d'une certaine forme de souveraineté populaire. On verra les variantes qu'il y a et qui se jouent un rôle important durant cette période charnière et après alors qu'ils vont accompagner le mouvement radical ultérieurement. Les libéraux en eux-mêmes, issus des élites urbaines, se méfient du peuple. Et d'ailleurs, les premiers libéraux plaideront pour des parlements élus au suffrage censitaire. Il faut avoir un minimum de fortune pour pouvoir voter et a fortiori être élu. Pour les libéraux, ce n'est pas tant le régime qui est important, l'essentiel c'est qu'il protège les libertés. C'est pour ça que beaucoup de libéraux n'auront aucun problème en France à soutenir les monarchies. Du moment que c'est une monarchie constitutionnelle qui accepte la Constitution et donc cette protection qu'ils considèrent comme absolue des libertés et de la liberté. Pour ce libéralisme, évidemment, il y a ce pan économique. Aujourd'hui, il y a des tendances, depuis quelques années, parmi certains historiens ou philosophes, à vouloir dissocier libéralisme politique et économique. Non, les deux sont intrinsèquement liés. Après, on peut discuter à perte de vue si l'un écrase trop l'autre et vice-versa, mais il n'empêche que les deux sont intrinsèquement liés, et l'idée du laisser-faire économique est intrinsèquement partie prenante de l'idée de liberté tout court. Non que les libéraux aient un culte absolu de laisser-faire économique, mais, et ce sera des problèmes que nous verrons plus tard, c'est les cautèles qu'ils proposent avec raison assez faible, mais il y en a quand même. La première, c'est l'éducation. Les libéraux, partout où ils vont monter en puissance, surtout quand ils accéderont au pouvoir, à partir de 1830, ils vont se battre pour des grands projets éducatifs au niveau de l'école primaire, secondaire et bien sûr universitaire. En Suisse, ce sera particulièrement parlant à Theodor Scher, à Zurich par exemple, tous des grands projets d'écoles pédagogiques, des HEP, comme on appellerait aujourd'hui, des instituts de formation des maîtres. Les libéraux vont forcément s'engager dans cette direction-là, comme pour les infrastructures routières en particulier. Il faut croire que les libéraux sont forcément contre l'État, c'est pas vrai, du moment que l'État se met au service de ces institutions qui doivent encadrer la liberté. Et le problème social, on reviendra, est lié à la charité et à l'initiative philanthropique et individuelle. Donc voilà ce cadre libéral tel qu'il est défendu par ces premiers libéraux à partir des années 1820. En Espagne et en Italie du Sud, le mouvement libéral sera très vite réprimé, notamment sous la houlette des troupes de la Sainte Alliance. Chateaubriand fait son expédition en Espagne, par exemple. Donc, le mouvement est lancé néanmoins. Il prend de l'ampleur en France, surtout, et en Suisse, dans les cantons, surtout protestants, du plateau. À partir de 1824-25, le mouvement prend de plus en plus d'ampleur contre les gouvernements jugés réactionnaires de ces cantons, mais également Lucerne, dans un conflit plus étroit entre les conservateurs catholiques et les libéraux. Mais les cantons protestants sont à la pointe du combat libéral, avec le cas particulier de Genève. Je passerai sur ce point assez rapidement plus loin. Les libéraux, je verrai aussi, mais important à avoir aussi une autre cautèle qu'ils promeuvent pour encadrer cette liberté, en faisant conscience des excès potentiels, c'est la religion. Alors, la religion, chez les protestants principalement, a plusieurs fonctions, mais a un statut ambigu. Il y a les voltairiens qui la veulent la moins présente possible. Et il y a ceux qui, au contraire, considèrent la religion comme une force morale qui irrigue l'idée de liberté tout en contrôlant fortement ces excès potentiels. Ce sera Jeremias Gotthelf, par exemple,
à Berne, qui est à la fois libérale, mais qui se méfie fortement des débuts du capitalisme que l'on peut en effet placer plus ou moins à cette époque-là, avec l'essor économique qui commence, une industrialisation qui commence également, y compris en Suisse, et qui est portée par des nouvelles classes sociales, des nouvelles couches, comme dira Gambetta plus tard, qui à la fois profitent de l'évolution économique, de cette industrialisation, et qui l'apportent. C'est les milieux d'affaires, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi la bourgeoisie, la petite bourgeoisie des villes et des campagnes. Les aubergistes, par exemple, qui profitent de la mobilité plus grande. Alors, il n'y a pas encore le train, mais les charrois, les diligences s'arrêtent bien quelque part. Et on verra dans la gauche libérale plus radicale, beaucoup d'aubergistes qui sont au contact de la réalité économique et au contact des gens qui circulent de plus en plus. Et aussi les élites urbaines, les professions libérales, par exemple. Ce sont toutes ces couches qui prennent de plus en plus d'importance et qui s'opposent aussi de plus en plus fortement aux détenteurs du pouvoir, qui sont principalement les propriétaires terriens. C'est le cas de Cotonvaux, mais c'est aussi le cas ailleurs. C'est la volonté de participer désormais au pouvoir qui anime ces nouvelles couches, qui accompagnent le développement économique et qui véhicule et qui utilise ces idées aussi pour ce projet politique concret. Au début, le libéralisme sera aussi accompagné par le mouvement ouvrier naissant, alors avec des ambiguïtés qui apparaîtront assez rapidement, mais alors en Suisse, le monde ouvrier est encore plus faible qu'ailleurs, il est très disséminé, mais comme en Angleterre aussi ou en France, il s'associe à ceux qui revendiquent la liberté, qui revendiquent un changement politique, un remplacement des élites jusque-là toutes puissantes par ces nouvelles couches justement, cette nouvelle façon d'envisager l'État et la liberté. Ces idées vont percoler, si on veut, les mouvements vont se prendre de l'ampleur, et en réalité, le premier pays, entre guillemets, qui va se doter d'une constitution qui reprend les principes que je viens d'évoquer, ce n'est pas la France. Être glorieux, c'est le canton du Tessin, en mai 1830, qui se dote d'une telle constitution. C'est quasiment un arbitrage entre deux clans qui ne peuvent pas se voir. Et comme ce sera souvent le cas, y compris en Suisse, on cherche une constitution pour trouver pour sortir d'une crise politique. Une constitution libérale est adoptée sous l'égide de Stefano Francini, par exemple, futur conseiller fédéral, qui est un des chefs de ce jeune mouvement libéral qui a émergé dans le canton du Tessin. Mais évidemment, les trois glorieuses, la révolution parisienne de 27, 28 et 29 juillet 1830, vont être le grand détonateur qui va balayer alors une partie de l'Europe, en tout cas, mais aussi la Suisse. Les raisons qui vont amener le peuple parisien à se révolter en juillet 1830 sont liées à la liberté de la presse, qui est une de ces grandes libertés que les libéraux vont proclamer et pour lesquelles ils sont prêts à se battre, y compris, et c'est lié à la publicité des débats, par exemple. Ici à Genève, Père Cherbulier et Périno Rossi vont être des ardents défenseurs de la publicité des débats parlementaires, le droit pour le peuple de connaître ce qui se dit, de savoir de ce qui se dit dans les enceintes parlementaires, dans les grands conseils des cantons ou ailleurs à l'étranger. Donc la presse est ce vecteur essentiel, plus que symbolique, de cette liberté revendiquée par la presse. C'est le droit de savoir, le droit de contrôler surtout les gouvernants qui s'imposent. Désormais, par la liberté de la presse, c'est la vraie participation du peuple qui doit être actée. Et c'est autour de des édits de Charles X
hostiles à cette liberté de la presse qui vont être le détonateur de la Révolution. Et là, c'est en effet la traînée de poudre. Il y avait déjà des prémices ailleurs. La question grecque, par exemple. Voilà, 1821, la Grèce de Révolution, elle va incarner cette association libérale romantique, à la fois la liberté individuelle et la liberté du peuple. Un symbole. Benjamin Constant va s'y intéresser, mais d'autres aussi. Même Chateaubriand. Donc c'est cette volonté d'associer le peuple au pouvoir. Et après les Français, en septembre déjà, c'est les Belges qui se révoltent contre les maîtres hollandais. La révolution qui arrivera, qui débouchera sur l'indépendance belge et la création du royaume de Belgique. L'Angleterre sera légèrement touchée avec les prolégomènes du mouvement chartiste qui émerge à ce moment-là. L'Allemagne, les principautés allemandes auront elles aussi quelques événements qui encourageront la naissance de constitutions plus ou moins libérales dans plusieurs de la multitude de principautés qui constituent l'Allemagne géographique. L'Italie du Nord, après l'échec du mouvement libéral dans le sud d'Italie, c'est le roi de Piémont-Sardaigne qui est considéré comme le possible porteur de l'espoir libéral, un espoir qui fera long feu, comme en Allemagne, en 1833, un assaut d'étudiants contre une garde à Francfort qui sera la fin du mouvement libéral. Donc, a priori, c'est un échec, à part la France, jusqu'en 1835, et en Suisse, malgré tout, où est-ce qu'il y a le vrai seul pays, avec ses bases républicaines qui existaient auparavant, qui va pouvoir vraiment créer des États de type libéral dans les principaux cantons de la Suisse. Alors, comme je disais, 1830, tous les cantons sont peu ou prou concernés. Beaucoup vont se doter de constitutions de type libéral, vont mettre en scène ces grands principes, mais sauf un, c'est Genève, où le gouvernement de Jean-Jacques Rigaud va pouvoir dompter les mouvements, l'expression de la colère par sa théorie du progrès graduel, va lâcher quelques concessions à un moment opportun et pourra reporter l'échéance à 1842. Donc il y a une régénération tardive sur Genève. Les autres, c'est entre 1830, fin 1830 et surtout 1831, ou bien par une révolution, dans le Congo, Pacifique, ou bien par ces méthodes helvétiques, des grands rassemblements populaires qui publient des pétitions et que les gouvernants en général comprennent assez bien et comprennent dès lors que leur heure est terminée. Alors, cette mise en place des principes libéraux dans ces cantons va épouser différentes formes, mais une est importante, et dans ce cadre-là, la Suisse va se distinguer, les cantons suisses vont se distinguer par le biais de la souveraineté populaire. Non que, de nouveau, comme je l'ai dit, les libéraux soient des enthousiastes de la cause du peuple. Mais déjà se dessinent dans certains cantons des mouvements plus démocratiques dans les campagnes, notamment à Saint-Gall. Et en 1832, 31-32, les libéraux saint-gallois, présents surtout dans les villes, devront accepter un compromis sous forme de veto, qui est l'ancêtre du référendum, qui était peu efficace, mais qui débouchera quand même sur des contestations de lois et des votes. Mais le système était assez... la législature était compliquée, surtout à l'époque par Internet, et surtout, ceux qui ne votaient pas étaient considérés comme acceptant le projet de loi. C'est donc ce qui crée un handicap certain pour ceux qui étaient réellement contre, qui devaient mobiliser encore plus. Donc, comme j'ai dit, ce système, on va dans les détails, sera quand même porteur de réelles réformes, et surtout sur le plan philosophique, introduit pour la première fois
ce système d'intervention directe dans le peuple à travers le veto. Et après, ce sera perfectionné sous la forme du référendum que l'on connaît aujourd'hui. Le canton de Vaud n'est pas encore ce système-là, mais dans d'autres cantons, on admet le principe, qui est malgré tout essentiel, qui est une grande étape dans la compréhension du rôle du peuple dans la conduite institutionnelle, c'est qu'on admet que toute constitution doit être validée par le peuple. Et le canton de Vaud sera le premier à accepter ce qu'on appellerait aujourd'hui le référendum constitutionnel obligatoire. Donc, toute modification, tout texte constitutionnel doit être validé par le peuple. Après, on parlera des révisions partielles, pour l'instant c'est sur le bloc, mais c'est un basculement, un virage extrêmement important sur le plan philosophique. Désormais, ce libéralisme en Suisse, un peu plus progressiste que les libéralismes des autres pays, dans la mesure où ils ont pu se développer un peu, eh bien en Suisse, il y a cette acceptation du rôle du peuple, on se méfie du peuple, mais quand même, on admet qu'on ne peut pas parler de souveraineté populaire sans une action concrète. On ne peut pas brandir la souveraineté populaire comme dogme, comme le faisaient les libéraux, sans qu'il y ait derrière quelque chose de concret, d'acceptable, de réel. Et c'est ces premières approches d'outils institutionnels permettant au peuple d'entrer dans le circuit. C'est alors que les problèmes pour les libéraux vont apparaître. Et que ce libéralisme victorieux ne va en réalité pas profiter très longtemps de cette victoire. Très vite, le libéralisme va être, pour parler avec Marx, confronté à ses contradictions et à son hétérogénéité. On reviendra encore sur la question religieuse entre les voltairiens et ceux qui défendent une religion très active, très présente, comme contrepoids moral à l'évolution, à l'extension du capitalisme économique. Et comment faire entre le principe Benjamin Constant, la religion doit être réservée à la sphère privée, comment faire quand la religion en réalité occupe de plus en plus la sphère publique avec les conflits, surtout avec les catholiques. Mais déjà en lui-même, le libéralisme va très vite se heurter à des dissidences. Il y a celle connue, on va y revenir, une aile gauche, qui va basculer dans le camp radical dès 1832. On verra par quelles étapes, et c'est toute la séquence 1832-47 qui est alors le foyer de cette émergence du conflit final et fatal qui va déboucher sur la guerre de Sondermund. Mais à côté, il y a aussi cette crise interne du libéralisme qu'on oublie souvent entre les réformistes. Leur libéralisme est pragmatique par nature. Il veut des réformes progressives, mais prudentes, très prudentes. Et jusqu'à quel point faut-il maîtriser cette prudence? On y reviendra également. Mais à l'intérieur du mouvement conservateur libéral, il y a toute une aile conservatrice qui est souvent formée par des anciens conservateurs, des anciennes grandes familles, mais qui avaient compris que cette restauration psalmodiée par les grandes puissances était vaine et qu'il fallait réformer, et qui adhéraient notamment aux réformes économiques, et qui étaient prêts à quitter leur optique purement agricole de la puissance matérielle pour investir dans l'industrie, les foyers murales par exemple, à Zurich. Et puis il y a ce conservatisme moral, dont Gotthelf est un des plus importants représentants, comme Charles Monard dans le canton de Vaud, ou Sismondi, ici à Genève. Ce sont des gens qui adhèrent à tous les principes philosophiques du libéralisme politique, mais qui cherchent des moyens, alors après on peut discuter sur l'étendue et la force de ces moyens, mais qui cherchent des moyens, ou par la religion, ou bien par des coopératives, ou bien, mais pas trop quand même par l'État, parce que le rejet de l'État en tant que tel est quand même présent, mais qui cherchent des moyens de contrôler cette liberté toute puissante. Donc ces différentes tensions à l'intérieur du libéralisme vont aussi le miner et affaiblir d'autant plus le libéralisme par rapport aux radicaux qui vont reprendre les grands principes
du libéralisme, mais comme leur nom l'indique, de façon nettement plus radicale. Et ça va se marquer dans plusieurs domaines où le libéralisme a montré ses faiblesses, ses hésitations, son incapacité à trancher et à activer le mouvement, et alors ouvrant des portes de contre-attaque aux radicaux. Et le premier domaine où les radicaux vont pouvoir attaquer frontalement les libéraux, c'est la fameuse réforme des institutions fédérales. Les libéraux ont ce grand projet. Au nom de cette alliance entre liberté individuelle et liberté collective, il s'agit de renforcer la Suisse, la nation suisse qui se forme à travers un récit historique. Les libéraux et les radicaux reprennent ce discours, se considérant comme les héritiers évidents des Suisses mythiques du Moyen-Âge. La liberté créée autrefois, eh bien, elle débouche enfin sur une concrétisation censée être incarnée par les libéraux et les radicaux. Donc, la Suisse existe pour eux, il faut la renforcer, quitte à dépasser le fédéralisme strict que la Diète et la Restauration avaient remise en place. Échec total. En 1832, le projet est balayé. Il y avait déjà l'esquisse de ce qui sera la Constitution de 1848. La Constitution de 1848 n'est pas née du néant. Elle reprendra plusieurs des principes posés dans le cadre de la révision de 1832. En 1933, une deuxième tentative qui échouera tout aussi lamentablement. Bon, c'est le grand échec. Et les radicaux vont jouer énormément sur ce terrain-là. Eux, ils veulent carrément une constituante, une assemblée constituante, élue par le peuple, et qui centraliserait alors fortement la Suisse. Et ce débat va accompagner toute cette période-là, évidemment, jusqu'en 1947, et les solutions qui sont trouvées à ce moment-là. Le deuxième grand projet, cher aux libéraux, et qui va connaître de grands problèmes, c'est la question des infrastructures. En effet, les libéraux ont beaucoup investi dans les infrastructures, notamment routières, au service d'une économie libre, elle-même au service de cantons qui doivent s'affermir au sein de la Confédération. Beaucoup de gens dans les campagnes trouvent ces investissements trop chers, y compris dans l'éducation, pas forcément utiles, et contraires en définitive aux intérêts du peuple. Deuxième ligne de fracture que les libéraux ne parviennent pas vraiment à surmonter. Le troisième, il est social. Au début, ils avaient pu associer les ouvriers, je l'ai dit. Pas seulement en Suisse, en France aussi également. Là aussi, c'est l'échec rapide en France, mais en Suisse aussi. Le monde ouvrier va rejoindre progressivement les radicaux, avant alors, deux générations plus tard, de s'autonomiser complètement. Et il y avait une ambiguïté qui a fait créer cette rupture entre les libéraux en progrès et les ouvriers. C'est que les ouvriers, ils veulent défendre leur outil de travail. Ils veulent, certes, moins d'impôts, et défendre leur outil de travail. Et la modernité économique que défendent les libéraux leur fait peur. Cette industrialisation, ce recours à la technologie, crée des inquiétudes qui vont alors se matérialiser, notamment en 1832, avec l'incendie de Worcester, pour fêter les 1 an de la révolution libérale à Zurich. Un grand rassemblement est organisé, et à cette occasion, des ouvriers vont mettre le feu à une usine textile, connue pour l'emploi très massif qu'elle faisait des machines, au détriment de la force des bras des ouvriers. Et il y aura ailleurs, pas seulement en Suisse, des réactions de destruction de machines manifestant la peur du monde ouvrier, qui d'un côté, ce monde ouvrier naissant, encore microscopique malgré tout, marginal, mais qui commence à se constituer plus ou moins, cette angoisse de ce milieu-là, à la fois attirée par les promesses de liberté, d'ordre et de prospérité que promeuvent les libéraux, mais également inquiets par les conséquences pour leur activité concrète quotidienne de ces mêmes principes qu'ils demandent. Enfin, c'est un débat qu'on connaît largement aujourd'hui,
et qui en effet n'est pas nouveau. Il débarque vraiment à cette époque-là au sein de l'Occident. La question suivante qui va créer une ligne de fracture fatale pour les libéraux, c'est la question des réfugiés. Je l'ai dit, c'est une question très vive avant 1830, mais qui ne désemplit pas évidemment après les révolutions de 1830, qui réactivent les angoisses des grandes puissances, des souverains. Ça y est, ça recommence. Comment va-t-on faire pour enfin écraser l'hydre révolutionnaire? Les mouvements de répression vont se mettre en marche, on va écraser ces mouvements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais alors, ça va mettre sur le chemin de l'exil une foule de révolutionnaires italiens, allemands, principalement allemands, un peu français, qui vont trouver, français plus tard, sous les Allemands et Italiens, qui vont trouver refuge en Suisse, excitant une fois de plus la colère des grandes puissances qui menacent, on retrouvera ça, je veux dire, 1847, 48, 49, etc., etc. Donc il y a ce mouvement de réfugiés, et comment la Suisse doit-elle dès lors se comporter? Comment les cantons doivent-ils réagir? Est-ce qu'il faut ouvrir grand les bras et accueillir ces réfugiés, et dès lors marquer, je dirais ça, sa force, oser dire non aux grandes puissances, ne vous mêlez pas de nos affaires, on fait ce qu'on veut chez nous, si on a envie d'accueillir les gens que vous ne voulez plus, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Et ce débat va germer, va s'étendre. En principe, les libéraux sont bien sûr favorables, mais ils sont conscients des problèmes quand même pour la Confédération que cela pose, des menaces qui pèsent sur la Confédération à travers les gesticulations des grandes puissances, et certains commencent un peu à hésiter. Les crises sont nombreuses. L'affaire Conseil, un espion, l'affaire du China Sleeve, d'ouvriers allemands, il y a beaucoup d'ouvriers allemands en Suisse, y compris en Suisse romande, qui organisent une manifestation avec des drapeaux allemands émergent, ça y est, toutes les chancelleries s'émeuvent et paniquent. Et bien sûr, l'affaire Louis-Napoléon en 1838, qui mènera la Suisse au bord de la guerre avec la France, avant que Louis-Napoléon, vous connaissez l'histoire, puis il y a aussi l'action du futur général Dufour. Et dans de l'affaire Napoléon, le gouvernement bernois, libéral bernois, a montré des signes de faiblesse, par exemple, estimé qu'on pouvait quand même comprendre la mauvaise humeur des Français, et que s'aligner comme au cordeau sur les positions des Turgoviens n'était peut-être pas forcément une idée géniale. Et les radicaux, alors, vont exploiter ces hésitations du mouvement libéral à partir de 1836, donc bien déjà avant la crise de Louis-Napoléon, vont organiser de grands rassemblements. Ces immenses rassemblements, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est 30 000 personnes qui se réunissent dans un bled, sur une plaine, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien, c'est fascinant comment ça s'organise quand même, et la force de ces immenses rassemblements populaires, et qui crée alors une force de résistance, une vraie opinion populaire, non seulement par la presse, qui est enfin libre à partir de 1831, mais également concrètement physique, sans forcément passer à l'acte révolutionnaire, et par la présence de ces grandes masses, eh bien, ça impressionne les gouvernants qui n'ont pas d'armée à leur disposition pour écraser la foule, parce que l'armée, c'est les gens eux-mêmes. Et donc, les radicaux vont beaucoup jouer sur cette carte des réfugiés, la défense des réfugiés, pour pousser les gouvernements libéraux dans les cordes et les mettre face à leurs contradictions, à leurs hésitations. Et le quatrième, et le dernier, champ de tension absolue où les libéraux vont s'en coubler et laisser le terrain libre aux radicaux, eh bien c'est le terrain religieux. Alors on a dit déjà les tensions internes au libéralisme. Comment faire en fait avec cette religion? On a intériorisé la doctrine de Benjamin Constant, comme je l'ai dit. La religion appartient à la sphère privée. C'est fini avec la religion publique. Elle n'est pas là pour dicter une attitude, un comportement à la population. Chacun la gère comme il veut. L'ennui, c'est que ce n'est pas si simple, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, d'apprendre une dimension beaucoup plus large,
avec le mouvement conservateur catholique. Alors, certains historiens ont glosé sur qui le premier a tiré, c'est peut-être les libéraux en réalité, mais les deux camps, très vite, se cherchent des noises. Très tôt, on connaît l'amour très relatif du Vatican pour les idées libérales, qui se concrétiseront en 1832 avec l'encyclique Mirarivos, qui alors est une des premières, avant bien d'autres, déclarations de guerre aux idées libérales, aux idées progressistes. Mais déjà avant la promulgation de cette encyclique, les libéraux suisses, alémaniques, ont pris les devants et ont signé un concordat, 7 cantons libéraux, qui déclarent vouloir protéger leur constitution libérale, et en cas de problème, et cela vise évidemment déjà les cantons catholiques, eh bien, sont prêts à se porter secours. C'est une claire, d'ailleurs, trahison des principes du pacte fédéral, qui interdisait déjà à cette époque-là toute alliance particulière de cantons. Les libéraux n'ont cru, les cantons libéraux, et organisent leur alliance protectrice. C'est le but annoncé, au cas où ça dégénérerait. Et alors après, il y aura Mirarivos, et les premiers pas du conflit entre libéraux et catholiques des cantons conservateurs se met en place. Après, il y aura la Ligue de Sarnen, avec Bâle en plus. Les conservateurs de Châtellon et Bâlois ont une position assez ambiguë. Les protestants sont en réalité plus proches des thèses conservatrices. La Ligue de Sarnen, qui est une réponse au concordat des 7, et l'escalade est lancée. Il y aura une rémission conservatrice en 1839. Les libéraux zurichois seront renversés par des conservateurs, eux-mêmes renversés 2 ans plus tard par les libéraux associés aux radicaux. En même temps, les radicaux avancent, et alors le grand moment de l'essor radical va suivre le rythme de l'essor de ce conflit entre catholiques conservateurs et le libéralisme. Un libéralisme qui ne sait pas comment faire réellement, qui n'a pas réussi à trouver un modus de dialogue avec eux, qui certes brandit la tolérance, mais qui se méfie fortement des velléités contestataires des catholiques conservateurs et surtout de leur allégeance vaticane. Et là aussi, le libéralisme se trouve confronté à une contradiction. Il veut la tolérance, mais il n'est pas prêt forcément à la mettre en œuvre parce qu'on se méfie de celui qui est en face, une méfiance d'ailleurs partagée de part et d'autre. On arrivera en 1935 aux articles de Baden, de nouveau conçus par les libéraux, qui prévoient toute une série de mesures dans les cantons confessionnellement mixtes. Il y en a beaucoup qui oscillent quasiment entre libéralisme et conservatisme religieux. Saint-Gall, par exemple, Togovie, c'est limite, Argovie, un cas des plus problématiques. C'est dans ces cantons que va se jouer le destin de cette régénération, et où se jouera également les premiers actes, et l'acte final, avec la votation à Saint-Gall, de la fin de cette période-là et le début de l'ère radicale de 1848. Le début vraiment de cet enchaînement d'événements qui vont déboucher sur 47, c'est 1941 avec la crise des couvents. Ce canton d'Argovie, qui est à 2 tiers protestants, 1 tiers catholiques, donc une très forte minorité, qui essaye de gérer tout ça, sont compliqués. Les libéraux sont imposés là-bas, les radicaux commencent à prendre le dessus, au nom de ces problèmes de gestion des équilibres religieux. Une tentative de soulèvement des catholiques est réprimée, et on accuse les couvents, 8 couvents, d'avoir été les foyers de cette révolte. Et contre, là aussi, la lettre du pacte, contre le texte du pacte fédéral, les radicaux argoviens ferment manu militari les 8 couvents. Ils vont venir faire un peu marche arrière et rouvrir 4 couvents féminins, mais le mal est fait. Les cantons catholiques ne pardonneront jamais à la Diète, qui n'est pas encore un jetement radical, à la Diète d'avoir fermé les yeux
sur cette violation claire et nette du pacte. Et après, les mouvements vont s'enchaîner, les catholiques vont plus se raidir également sur leur position. En 1945, c'est l'appel des jésuites pour diriger les enseignements secondaires, qui va provoquer par ricochet la révolution radicale dans le canton de Vaud, où les libéraux ne voulaient pas au pouvoir, ne voulaient pas intervenir dans la souveraineté cantonale. Les radicaux ont profité pour renverser les libéraux. Genève en 1946, puis Berne et Zurich en 1947, par les urnes alors que les révolutions avaient marqué l'histoire à Lausanne et à Genève. Donc, le mot est lancé à partir de cet article de Baden. Ce qui est intéressant pour un autre titre, 1835, pas seulement en Suisse, mais en France également, on voit après que c'est la fin de ce régime libéral, où les contradictions de ce régime ont fini par ronger les gouvernements. En France, c'est la tentative d'assassinat de Louis-Philippe par Fieschi qui marque un peu. L'idéal libéral porté en 1831 commençait déjà à vaciller, mais là il va tomber lourdement et définitivement en 1935, avec alors le retour d'une monarchie beaucoup plus contraignante et agressive. Et en Suisse, par une coïncidence de date assez intéressante, c'est aussi 1835, avec les articles de Baden qui marquent vraiment les bases de ce conflit religieux qui sera inarrêtable par la suite, qui marque vraiment la fin aussi de la tentative libérale. Et alors après c'est le champ libre aux radicaux qui vont prendre le pouvoir, comme je dis, dans tous les cantons. À chaque conflit religieux, les radicaux profitent pour continuer leur avancée. Et après les jésuites à Lucerne, c'est les Corfrons, donc c'est depuis Berne, de Soleroy, de Vicois, de Ballois, qui avait l'objectif de remettre au pouvoir les radicaux lucernois. Ces deux échecs patents. Et en 1945, puis après c'est la création du Sonderbund, l'alliance séparée par les catholiques, qui sera découverte. Et en 1947, c'est ces fameuses votations à Saint-Gall qui donnent la majorité du Conseil de peu aux radicaux, par effet d'enchaînement à la Diète également, qui décide de dissoudre cette alliance qui elle aussi était contraire à la lettre du pacte. Et c'est la guerre du Sonderbund. Alors on voit ainsi tout cet enchaînement, qui sont assez connus, mais qui s'ancrent dans une évolution historique plus large, entre ces conflits religieux, conflits sociaux, conflits politiques, conflits idéologiques, ces visions du monde qui se mettent en place, et qui sont matérialisées aussi par cette lecture de l'histoire. J'ai parlé qui était bien mis en évidence il y a quelques années par une série d'historiens, cette idée libérale où on reconnaît la Suisse mythique, qui ne dérange pas de mal, qui ne dérange personne, Guillaume Tell, c'est sympathique, mais on se dit, les vrais héritiers de ces gens-là, c'est nous. C'est une théologie de l'histoire qui arrive comme une évidence chez les libéraux et les radicaux, alors que les catholiques conservateurs ne sont pas moins patriotes. Mais eux aussi reconnaissent cette liberté mythifiée et historique, entre guillemets, du Grütli. Mais ils estiment que c'est l'incarnation de la vraie Suisse et la vraie liberté suisse autrefois sous l'égide de la Providence. Et c'est ces deux visions du monde qui se heurtent alors et qui fera aussi peut-être qu'à la fin du 19e, ce sera peut-être plus facile de se retrouver autour de l'histoire mythique de la Suisse pour créer une fête nationale que d'une autre date tout à fait conflictuelle. Tout le monde se retrouvait quelque part avec quelque chose à lui de ces mythes fondateurs qu'il pouvait interpréter à sa façon. Je vous remercie.